Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Maëlle Pédassou pour une interview inspirante et enrichissante. Maëlle a su tracer son chemin spirituel en tissant des ponts entre ces deux cultures et bien au-delà. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, Maëlle va nous guider dans une méditation du cœur. Mais je ne t'en dis pas plus, on se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour deux raisons. La première, c'est que cet épisode est la toute première interview du podcast. Et la seconde est que j'ai la joie de recevoir Maëlle, une amie, une sœur. Bonjour Maëlle. Bonjour Anne-Gaëlle. Alors déjà, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis très heureuse que tu sois là. J'avais envie que tu fasses partie des invités parce que depuis que je te connais, et ça date d'un voyage au Népal en 2018, il y a quelques temps, ton cheminement et tout ce que tu mets en place pour toi et pour toutes les personnes qui t'entourent m'inspirent vraiment. Est-ce que tu peux débuter en nous présentant qui tu es, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui en quelques mots? Tout d'abord Anne-Gaëlle, merci. Merci de me permettre de plonger dans ton univers et de parler du mien en même temps. Moi je m'appelle Maëlle, Apefa Massavi Pédassou. Je décline mon identité entièrement parce que chacun des prénoms que m'ont donné mes parents a une symbolique forte pour moi et en reliance aussi avec ma spiritualité. Parce que chaque prénom, c'est un peu comme une pièce de puzzle qui me mène à une espèce de quête à l'intérieur de moi-même, à comprendre et à mieux appréhender l'espace de mon cœur. Et Maëlle, comme beaucoup le savent, c'est un prénom breton qui signifie chef-prince, donc un peu comme une fonction, plus qu'une qualité. Et au début, je ne la comprenais pas trop, cette fonction. Et maintenant, en tant que guérisseuse, praticienne chamanique, énergéticienne, c'est un vrai honneur d'avoir ce prénom. Apefa, c'est en Niue, donc c'est une langue qui est parlée au Togo. Je suis métisse, Poitou-Charentes et togolaise. Et Apefa, ce prénom, c'est vraiment là, à mes 40 ans, j'en comprends toute la quintessence, je peux dire. Apefa, ça signifie la paix à la maison, la paix au pays. Et de par ce métissage, aujourd'hui, c'était peut-être inconfortable auparavant. Maintenant, c'est une réalité, je me vis comme un pont entre les cultures. Et du coup, un pont entre différentes manières de célébrer la vie, donc différents chemins spirituels. Et ce qui va m'intéresser, c'est vraiment qu'est-ce qui unit plutôt que ce qui divise. Et comment on vit cette simplicité de rencontre à l'intérieur de soi, avec les autres. Et vraiment, qu'est-ce qui au final est universel chez l'humain. Car vraiment, je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans la spiritualité. Un peu comme si la spiritualité c'était une étoile, un soleil, et que chaque rayon emprunté à son extrémité ramène au centre. Et si bien que finalement la pratique de l'autre, c'est pas quelque chose qu'on appréhende avec de la peur, mais plutôt avec curiosité, et de savoir comment ça ramène au centre. Et qu'il y a une vraie joie chez moi depuis que j'ai 24 ans. C'est vraiment là où je peux dire que j'ai vraiment commencé à être initiée, enseignée. D'accord. Et c'est suite à une grande interrogation liée à mon hypersensibilité. Et souvent le matin, je me réveillais et je pleurais. Voilà, je prenais, à l'époque j'habitais à Paris, et dans ce métro, j'étais submergée par toutes sortes d'informations, d'émotions, et je pensais que c'était les miennes.
Et quand j'ai rencontré ma première enseignante, Claire Caloustian, elle m'a fait fermer les yeux et elle m'a demandé ce que je ressentais, tout simplement. Et c'est là où vraiment le chemin de la simplicité, par rapport à une pratique spirituelle, a commencé pour moi. Le retour au ressenti. Et puis, elle m'a demandé ce que je ressentais. Et la première vague de ressenti, c'était vraiment un dégoût, ça avait des notes de moutarde, de bois brûlé, j'avais mal au ventre, la gorge était serrée, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Et puis la deuxième vague de ressenti, c'était des petits papillons dans le ventre, comme des bulles de champagne, ça sentait la rose et le musc blanc. Le sous-bois, c'était délectable. Jardin d'Éden. Exact. Puis elle m'a demandé de réouvrir mes yeux, puis elle m'a demandé un peu ce ressenti, de le dépeindre, de le décrire. Et puis là, elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est? Et j'étais incapable de lui dire. Et puis elle m'a expliqué que la première vague d'énergie, d'émotion qu'elle m'a envoyée, c'était la colère, sa pure colère. Et la deuxième chose, c'était son pur amour, son amour inconditionnel. Et c'est bien qu'elle m'a demandé, est-ce que je comprends? Qu'est-ce qu'elle était en train d'essayer de me transmettre, de me faire comprendre? Je lui ai répondu que non. Je ne comprenais. Quand on n'a pas envie de savoir. Et puis elle a enchaîné en me disant, mais qui est triste, Maëlle, qui pleure le matin? Et j'étais incapable de lui dire. Lui dire que c'était moi. Et du coup, elle m'a fait comprendre que mon hypersensibilité, c'était un peu comme une antenne et que j'étais reliée au reste du monde. Et c'est là où vraiment l'aventure pour moi a commencé, à me réapproprier cette hypersensibilité, à le vivre comme un don et en faire un outil pour moi-même, mais aussi pour les autres. Et de là, après, vraiment, a commencé mon parcours. Super. Tu étais déjà maman de Lily à 24 ans? Oui, j'ai eu ma première fille à 23 ans. J'étais jeune maman. Oui, donc en plus, tu avais toute la charge émotionnelle aussi de ce rôle de maman. Pour une hypersensible, ça peut être assez intense. Donc, tu l'avais au-dedans de ton foyer et au-dehors de ton foyer, finalement, comme si tu étais submergée d'émotions et d'informations qui arrivent de partout, quoi, vraiment. Oui, vraiment pour moi, nos vies sont ponctuées d'initiation, la naissance, l'accouchement et la mort font partie des grandes initiations de la vie. Je peux vraiment dire que ma spiritualité, elle prend racine là-dedans. C'est la vie qui initie véritablement. Je vais te parler souvent de mes enseignants parce que c'est moi qui leur donne cette posture. Mais en aucun cas, ils ont pris cette posture avec moi en disant « je vais t'enseigner la vie ». Oui, bien sûr. C'est une rencontre qui s'est faite et où tu as senti que tu recevais en fait une transmission. Exactement. Et depuis toute petite, à l'école, Maëlle est hypersensible, toujours submergée par ses émotions, une vraie petite tempête émotionnelle. Et vraiment, quand j'ai compris ce qui m'arrivait, c'est vraiment là où ça a été le déclic. Que j'avais la possibilité de faire ce que je pensais être un fardeau, un don. Génial. Et donc là, aujourd'hui, à 40 ans, tout ce cheminement, il t'a amené à quelle transformation, justement, par rapport à cette compréhension? Comment tu utilises cette hypersensibilité aujourd'hui? Cette hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment un outil d'écoute profond. Et c'est vraiment ça que ça m'a enseigné. C'est que cet outil m'a enseigné que la spiritualité, son lien au quotidien, cette simplicité, on la trouve dans l'écoute. Et cette écoute, elle passe par le ressenti. L'ouïe, l'odorat, le toucher, l'intuition. Si bien que quand une personne vient me voir à mon cabinet, parce que je suis praticienne chamanique, énergéticienne et que j'accompagne les gens à aller mieux, j'accompagne les gens sur leur chemin de guérison, cet outil, ça me permet de comprendre, mais dans une globalité, qu'est-ce qu'est en train de traverser la personne. Cette écoute, ça me permet aussi d'entendre ce que ses ancêtres ont à dire, ses guides, les esprits, et que c'est cette écoute fine qui me permet vraiment d'être au service. Et j'imagine que c'est aussi quelque chose qui s'affine toute la vie finalement, parce qu'on a toujours besoin d'aller écouter une variation, une vibration qui est toujours un peu différente en fonction des personnes. Et moi je trouve qu'on apprend à chaque rencontre finalement à écouter parfois différemment. Comme tu le dis, on passe par les sens.
Et moi, je sais qu'il y a des rencontres que je fais où c'est des parfums vraiment qui vont me prendre et où je vais avoir des informations par ce sens-là. Et puis, il y a des moments où c'est des images. Et je trouve que c'est hyper beau parce que dans chaque rencontre, finalement, c'est comme si chacun et chacune parlait un langage pour dire la même chose. Et que c'est très riche, en fait, cette possibilité de communiquer sans la parole. Je trouve ça vraiment... Complètement, et vraiment, ce que je peux dire, c'est que ça m'a permis, moi, de comprendre que j'avais une facilité à comprendre le monde de manière symbolique. Bien et à comprendre le langage symbolique de chacun, sans y projeter quelque chose qui vient de mon histoire. Ouais. Et ça m'a permis aussi de transmettre cette chose-là, et que la vérité, elle est unique, elle est propre à chacun. C'est vrai. Et que parfois, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on peut voir la vérité. Ouais. On peut la dire, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. Et le plus dur pour tout un chacun d'entre nous, c'est de comprendre cette vérité. Et c'est là où c'est le plus compliqué, le plus ardu sur le chemin spirituel, et c'est là où on peut se perdre. C'est que tout de suite, on s'empresse de vouloir interpréter ce qu'on peut voir, ce qu'on peut percevoir. Alors qu'il faut la patience. Et vraiment, mon chemin de vie, c'est ce que ça m'a appris, cette patience. C'est-à-dire qu'il y a certains de mes rêves, certaines de mes visions, et j'ai mis 10 ans, vraiment 10 ans à comprendre. De notre rencontre au Népal. Et ce voyage au Népal, moi j'avais posé l'intention suite à une expérience avec Claire Caloustian où, pour faire court, lors d'un stage sur la peur primordiale, j'ai accepté de traverser cette peur et puis de voir où ça me mène. Et en acceptant cette chose-là, quelque chose de spécifique s'est produit, c'est que j'ai commencé à sentir que quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus grand, était en train d'intégrer mon corps. Waouh, d'accord. Et que c'était une expérience assez vertigineuse et très effrayante. Et Dieu merci, j'ai été bien accompagnée. Et vraiment, je remercie la nature d'avoir pu le vivre accompagnée. Et à travers cette expérience, c'est là où j'ai rencontré ce que moi j'appelle la déesse mère, la vie, Dunya. Et le visage avec lequel elle est apparue, c'est celui de Kali. Et ensuite, j'ai posé cette intention dans la matière de rencontrer quelqu'un qui puisse me faire comprendre dans sa globalité qui est Kali. En tout cas, quelle est cette facette de la déesse mère. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au Népal. Et qu'on a rencontré Kali au Népal. Voilà. Et moi, ça a apporté beaucoup d'apaisement. Parce que c'est comme si j'étais à la maison au Népal. Chaque chaman qu'on a rencontré, chaque Jankri, je comprends ce qu'il vit et la manière dont il a incorporé. D'accord. Donc ça a été une découverte culturelle, mais pas spirituelle. Ouais. Vraiment. C'est magnifique. Oui, donc ça t'a laissé le temps finalement de digérer. Oui. Et je prends ce temps, vraiment. Ce lien que j'ai autant dans la lenteur, dans cette simplicité, m'amène à ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de simplicité, mais une des choses qui m'a le plus inspirée chez toi, c'est la simplicité avec laquelle tu vis ta spiritualité. On vient un peu de l'évoquer là par rapport au voyage au Népal. Tu l'intègres à ton quotidien. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que c'est vrai que dans mon entourage, à peu près jusqu'au voyage au Népal, j'avais surtout des personnes qui faisaient des moments pour ou des cérémonies pour, en fait. Et puis là, je me suis retrouvée face à toi en mode « décomplexé, on intègre ça au quotidien, il n'y a pas de problème. » Et c'est vraiment... Enfin, je trouve que ta spiritualité, elle est pleine de bon sens. C'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher des choses compliquées, elle ne va pas aller chercher des choses qui sont pleines de froufrou ou chargées. Elle va, en fait, à l'authenticité, à la simplicité, puis elle va à la rencontre de la personne. Et... ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus... On se fait des nœuds au cerveau pour un truc qui finalement est déjà en nous et en plus qui est beaucoup plus simple que ça. Et on a tendance parfois à complexifier, ça c'est le propre du mental parfois. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette spiritualité, ce qu'elle t'apporte au quotidien? Et puis peut-être dans des moments clés de ta vie, en fait, comment cette simplicité, cette intégration dans tes journées, dans ta vie, à la fois de maman, de femme, d'épouse et de chamane, de praticienne chamanique, comment cette spiritualité elle s'intègre à tout ça?
C'est une vaste question, Angèle. J'aime la vastitude. Oui, simplicité, tes mots me touchent vraiment beaucoup parce que souvent, je pense qu'on est les derniers au courant de ce qu'on est. Elle est là, vrai. cette simplicité. Je pense que c'est né du fait de, que je sois métisse et qu'il y a dans les deux cultures avec lesquelles j'ai grandi des paradoxes. Papa, pour montrer le respect, on ne pouvait pas s'adresser à mon père sans baisser les yeux. Sinon, c'est une défiance vraiment. Oui. En Afrique de l'Ouest, et maman, si en France, si tu regardes pas quelqu'un, quand tu lui parles, là, comme je fais, et en te regardant dans les yeux, tu vas le prendre pour un manque de respect. Oui, ce qui est très difficile pour les hypersensibles. Enfin, je sais que souvent, c'est quelque chose qu'on rencontre. Regarder une personne dans les yeux, ça nous donne encore plus d'informations et parfois trop. Et c'est vrai que dans notre société, c'est souvent perçu comme quelque chose de mal poli. On peut le dire franchement, hein. C'est vrai que souvent on me dit regarde les personnes dans les yeux quand tu leur parles. Et je sais que moi, toute mon enfance, ça fait que quelques années que je peux regarder les gens dans les yeux. Et je me rappelle quand j'ai commencé à transmettre, je fixais un point au-dessus de la tête d'une personne pour pas avoir à te croiser les regards en fait. Et c'est vrai, oui. Du coup, tu as traversé en fait des différences culturelles comme celle-ci qui c'est vraiment finalement... pour ça que je dis que c'est la vie qui initie de A à Z. De manière inconsciente, si bien que chez moi, ça a créé une adaptabilité. Et de cette adaptabilité est née une simplicité. C'est-à-dire que je ne projette pas. Ouais. Mais plutôt, je suis dans l'observation, dans cette écoute. Oui. Et je pourrais dire d'un point de vue spirituel que ça m'a appris la présence. Oui, parce que tu as dû créer ta vérité entre Exactement. ces deux cultures. Il a fallu que tu trouves ton monde à toi. Ça m'a toujours amené à cet intérieur, au cœur. Et de me valider moi, de nourrir cet espace-là. Bien sûr. Avec des hauts et des bas, quand je suis comme tout le monde, il y a des moments où je me lâche la main. C'est toujours cette question de comment on continue à s'aimer, même quand on s'abandonne. Et dans cette pratique-là, ce qui est, je trouve, très touchant et merveilleux, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui vient de l'extérieur. Qui te ramène au fait qu'on n'est jamais seul, on n'est jamais impur, et qu'on n'est jamais la somme des conséquences de nos actes. On est notre intention. Et cette simplicité-là, du fait d'être non normée aussi, dans ma vie au quotidien, c'est de permettre à mes enfants aussi de vivre ça, de s'accueillir eux tels qu'ils sont, de s'encourager, de ne pas s'abandonner, de croire en leurs rêves aussi, de se donner la possibilité de nourrir ce rêve pour que ça prenne vie dans la matière. Et vraiment, c'est pour moi ce chemin chamanique, cette pratique. Je dis chamanisme parce que en France, c'est l'étiquette qu'on lui donne. Oui, je comprends. Voilà, tu peux l'appeler pratique païenne, animiste, peu importe l'étiquette. Ta pratique finalement, voilà. en fait. L'homme a toujours eu un sens sacré de la vie. Au-delà du sens, c'est un moyen de célébrer la vie, le vivant, le fait d'être une pure conscience en mouvement. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment... C'est la vie en permanence qui me ramène à ça, tout doucement. C'est bien que quand une personne vient me voir ou quand quelqu'un de mon entourage se confie, dans cette écoute, je perçois cette simplicité et de proposer un regard beaucoup plus aimant sur ce qu'il est en train de vivre et qui permet d'accueillir l'ensemble de ses parts, d'arrêter de museler ces parts qu'on veut faire taire. C'est aussi des gardiennes de notre espace, espace de présence et du cœur. Et que souvent elles disent la vérité avec leur style. Ils ont une raison d'être. Avec leur touch. Mais si on sait les écouter, elles nous ramènent à notre dharma, notre sens de valeur référentiel, profond. Et finalement, c'est ça qui donne une consistance à la vie, je pense. Donc ta pratique quotidienne, entre guillemets, c'est vraiment d'aller observer, écouter et revenir toujours à la fois à ton intention, mais aussi à l'énergie finalement et à ce qui émane de la personne qui te parle ou des personnes qui te parlent pour créer vraiment, j'ai envie de dire, une harmonie entre les deux, que les deux parties puissent exister sans que l'une ou l'autre ne se sente soit muselée, soit rejetée en fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Je te remercie de le dire aussi joliment. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et là, je peux goûter à l'empreinte qu'a laissé ce premier enseignement avec Claire Caloustian, qui est vraiment
m'a transmis la quintessence. Je n'ai pas de prétention de dire que je suis experte du shivaïsme du Cachemire, qu'on appelle aussi le tantra. Je suis ni une main gauche ni une main droite. Ouais. Je suis les deux réunis et peut-être en même temps. Oui. Et que je peux focus sur la main gauche et la main droite en même temps. Un peu comme si l'humanité c'était un seul et même corps. Ouais. Et que je peux avoir aussi mon individualité. Donc c'est toujours ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Si bien que c'est pour ça que je parle de pont. Oui. Parce que ce pont, il est entre deux pays, deux cultures, mais c'est un pont aussi entre le monde de l'invisible et le visible, entre le miroir, ce reflet, et soi-même. Oui. Puis entre d'autres cultures aussi, parce que de ce pont, tu as créé aussi des passerelles vers d'autres choses. En fait, tu as eu la curiosité. En plus, déjà que tu devais, entre guillemets, jongler entre deux cultures, tu as eu envie de voir autre chose. Que ce soit l'hindouisme au Népal, dont on a parlé, ou les pratiques un peu, on va dire, celtiques. Tu as toujours eu cette volonté aussi de savoir comment vivre cette spiritualité dans le monde, comme tu l'évoquais tout à l'heure, pour l'intégrer, en fait, et pour voir si ça te parle à toi, en fait, et comment... ce que j'entends beaucoup dans tes mots aussi, c'est que tu reviens beaucoup à l'origine, pour pas l'oublier, mais tu crées ta pratique. C'est comme s'il y avait un fil doré qui te reliait vraiment à cette origine, et puis en même temps, toi, tu crées ton chemin, quoi. Et c'est ça qui est beau, aussi beau, quand on échange souvent, c'est que je sens qu'il y a un ancrage et une authenticité qui est là, mais en même temps, tu fais ton chemin. C'est-à-dire qu'on sait que Maëlle a fait des trucs de Maëlle. Elle ne va pas proposer des choses justement de Claire ou autre. Tu as eu l'initiation d'eux, mais ce que toi tu fais, c'est toi en fait. Et c'est pour ça aussi que les personnes viennent te voir le plus souvent. Mais je te remercie pour ce miroir, pour cet éclairage sur ma vie. C'est quelque chose, je peux dire, je ne m'en rends même pas compte, Angel. Vraiment, je pense que les esprits, la nature aiment jouer avec moi. Je pense qu'ils jouent avec tout le monde en même temps. C'est vrai. Mais c'est très juste. C'est vraiment une histoire de rencontre sur mon chemin. C'est pas des choses que j'ai programmées. Oui. Vraiment. La seule intention que j'ai toujours eue toute petite, c'est cet amour pour la vie et de m'aider à me sentir bien là. C'est bien que sur mon chemin, il y a toujours quelque chose et qu'aussi je peux laisser le temps, ce qui peut paraître pour les autres des fois. Je vois bien que parfois ça peut déranger un peu. Mais si j'ai une intuition que ce temps, il faut l'étirer dans cette rencontre, qu'elle soit invisible, visible, animale, humaine, je vais le faire. Parce qu'il y a toujours un cadeau à la clé. Ce cadeau, il est dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle la rencontre. Et qui aurait cru qu'un Togolais, tu vois, c'est un peu ça. Je pense que je porte cette semence de, oui, la rencontre, c'est ce qu'il faut. Et pour que la vie, elle continue à trouver son chemin. Tout simplement. Et on échange souvent sur les rituels. Parce que moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de participer à un nouveau atelier avec Eric, avec qui tu t'en parleras tout à l'heure, mais avec qui tu travailles, et Evie aussi. Et c'était un rituel vraiment important et qui était vraiment très chargé, impressionnant. Et j'avais envie de te demander aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'un rituel représente pour toi et qu'est-ce qu'il devrait porter pour être appelé rituel ? Parce qu'on entend beaucoup parler de rituel aujourd'hui. Et j'aurais aimé, si tu veux bien, que tu me donnes un peu ta vision du rituel et ce que pour toi un rituel doit apporter. Oui, je te remercie vraiment de poser cette question parce que je vois énormément de choses passer sur les réseaux sociaux, énormément de recettes de cuisine. C'est bien les recettes de cuisine, mais ça ne mène pas à l'authenticité. Et l'authenticité, quand on ne se dépose pas dedans, c'est ce qui cause la séparation, une dissonance, ce qui fait que ça ne va pas. Du fait que j'ai rencontré toutes ces spiritualités, l'hindouisme, et celte, moi je suis d'origine d'une tradition qui est le vaudou. J'ai rencontré aussi la tradition mexicaine, huichol. Bon, je m'arrête là. Voilà, j'ai vraiment été nourrie par beaucoup de pères et mères différents, tonton et tata, et si bien qu'effectivement la question du rituel assez tôt et assez jeune, chez moi s'est posée, ce qui fait qu'effectivement je propose des choses qui sont vraiment ce qu'il y a au fond de mon cœur, nourri de toutes ces choses-là. Pour moi, un rituel, c'est à la fois une clé et c'est à la fois un espace-temps. Donc c'est cet art, et c'est vraiment un art qu'on cultive, qu'on arrive grâce à l'écoute, à cette écoute sensitive,
il y a de la patience. Une clé parce que c'est la clé qui va permettre, grâce à la matière, grâce à du mouvement, grâce à de la symbolique, d'ouvrir un espace-temps. Et dans cet espace-temps, il y a un dialogue qui est à la fois immatériel et matériel. Parce qu'un rituel a pour portée de créer la transformation, la transmutation, un changement d'état. Cet état, il peut être un état modifié de conscience, mais aussi un état physique. Si bien que le rituel, il permet que la vie continue, que la roue, elle tourne, que la rotation et ce mouvement puissent se faire encore. Donc un rituel qui serait simplement intellectuel, il n'y aura pas de résultat. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment pour toujours revenir à cette présence. Donc c'est pas une histoire de concentration, c'est pas une histoire de il faut faire comme ci ou comme ça. Non, c'est quelle clé va ouvrir quel espace-temps. Et d'accueillir ce qui vient, quel dialogue il va y avoir pour qu'il y ait transformation et que la vie continue. On en revient à l'intention finalement. Si la clé finalement est l'intention, c'est-à-dire quel est le... J'ai pas envie de dire le résultat parce que quand on fait un rituel, le mieux c'est de pas attendre de résultat précis, je pense, mais de laisser la porte ouverte. Mais cette intention va guider l'énergie en fait de ce qui va se passer derrière. L'intention, c'est la direction et c'est aussi le résultat. On va pas se mentir, quand les gens viennent me voir, ils veulent du résultat. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est là, et je te remercie de soulever ça. C'est vraiment... c'est quoi la guérison ? La guérison, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est les esprits. Et les esprits vont dire de manière très cinglante, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri là, à l'instant T ? Et parfois, ça ne plaît pas à l'ensemble. Oui, c'est pas la forme ou le message qu'on attend. C'est pas la guérison du corps qu'on espère, mais c'est une autre forme sur un autre ou d'autres plans, psychiques, émotionnels, énergétiques, de guérison, parce que le mot, là, la chose dissonante, elle vient de là. Et c'est là où est son origine. Et que le résultat, c'est vraiment un outil qui nous permet de goûter à ça. Et ça, pour moi, c'est important. Et puis, on pourrait se demander, mais dans ce cas-là, c'est quoi une cérémonie ? Et c'est quoi une initiation ? La cérémonie, c'est un ensemble de rituels qui mènent à encore une plus grande transformation. Et l'initiation, parce que tout le monde connaît, même s'il y a des gens qui doutent des rituels, même s'il y a des gens qui doutent de ces espaces-temps, il y a quelque chose, il y a une simplicité à laquelle on peut ramener tout le monde. Nous sommes tous nés. Nous avons tous vécu ce rituel qui s'appelle naissance. Dans la naissance, si on observe, il y a quoi ? Le mouvement, la vibration et un changement d'état. Donc ça nous donne les composantes même d'un rituel. Mouvement, vibration. Mouvement et vibration va se créer par la matière. Le souffle, le son et un changement d'état. Et le rituel, il marche dans le sens où s'il y a ces composantes-là, c'est possible. Il y a une possibilité. Le fait que ça marche, c'est qu'on ouvre une possibilité. Réellement, c'est comme tu le dis, c'est pas le résultat. Elle est là. Pour moi, c'est là les grandes différences. Et l'initiation, c'est vraiment la vie elle-même, au même titre que la naissance. Oui, puis souvent l'initiation, elle est vécue et traversée, elle n'est pas forcément organisée. La vie nous amène des initiations qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas eu le temps de planifier, d'organiser comme une cérémonie ou un rituel. Et l'initiation, finalement, elle nous traverse. C'est quelque chose qui peut aussi se présenter. Pas seulement, on peut aussi la planifier, mais ce que je vois par rapport au discours de la vie, c'est que parfois on a ce moment où on se dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas juste !» Et en fait, on traverse une initiation qui, du coup, n'a pas à faire, entre guillemets, de rituel dans le sens où on n'a pas forcément placé l'intention de vivre ce qu'on est en train de vivre, mais en fait, notre âme, elle, au-dessus, elle a souvent échangé justement avec les esprits et les guides pour demander cette initiation. Et c'est notre corps, notre mental, notre enveloppe qui parfois ne s'y attend pas et ne voit pas venir ce qui se passe. Et c'est ça qui est très beau aussi, c'est que cette magie, elle peut agir à travers nous sans forcément que l'intention soit posée clairement intellectuellement. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les recettes de cuisine, c'est sympa, mais à la fin, tu as un gâteau ou tu vois un bœuf bourguignon, mais tu vas pas forcément avoir quelque chose qui va changer ton état, comme tu dis, le changement d'état. Et je trouve que d'ailleurs la vibration et le changement d'état sont assez connectés parce que finalement la vibration est aussi subtile et pour moi c'est elle qui va amener le changement d'état finalement à partir de la matière qui va pouvoir amener ce changement.
Donc c'est vrai que c'est bien de repréciser parfois et de remettre l'église au centre du village, si on peut dire. C'est tout à fait ça, et vraiment ça nous ramène à cette chose qui est constante, que tout est toujours changement. Donc la plupart du temps, les rituels, ils nous accompagnent à accepter un changement que la vie nous fait vivre. Parce que tout est changement, vraiment. Et que nous aussi, on est dans un cycle, on a des cycles, on s'inscrit dans un cycle, la Terre est dans un cycle, la Lune, tout est organisé autour d'un rythme. Et que c'est, je pense, le plus dur pour l'humain, c'est d'accepter ça. Et tu parlais de la cérémonie qu'on propose avec Eric. Donc Eric est mon époux, que j'ai rencontré lors d'une initiation que la vie m'a fait vivre, de guérison du cœur, que j'ai commencé au Népal en te rencontrant. C'est pour ça que j'ai voyagé aussi au Népal, que j'ai poursuivi après en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai rencontré Eric. Et Eric, en venant ici, on a eu la même vision. Un esprit, on peut dire, chtonien, totémique, breton, est venu nous parler en nous demandant d'être honoré de nouveau. Et que Eric pouvait l'appeler dans sa langue Dogbo, qui signifie le gardien, le grand-père, celui qui borne, celui qui garde le rêve. Et du coup, il demandait à être célébré comme d'antan, c'est-à-dire au solstice d'été, comme un soleil qui éclaire le chemin. Et donc, chaque année, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on a fait ça l'année dernière, on va continuer à nourrir vraiment dans les pratiques animistes, chamaniques. Il y a vraiment cette idée de mettre de la matière, de donner de la puissance aux esprits pour qu'ils puissent interagir ici. Oui, c'est ce qu'on oublie aussi parfois quand on parle de magie ces derniers temps et d'échanges de rituels, de soins chamaniques. On oublie qu'on est aussi au service d'eux en fait. On n'est pas là que pour nous et pour obtenir des choses ou vivre des choses. En fait, on est aussi au service de ces esprits et finalement, quand on a cette conscience, on a aussi, j'ai envie de dire, la responsabilité de nous assurer que eux aussi, lorsqu'une cérémonie, un rituel est terminé, ils soient apaisés, ils aient ce dont ils aient besoin et que ce soit ok en fait. Et on oublie souvent ça, on a tendance à demander et puis on oublie cet échange. Là-dessus, je suis assez tatillon dans mes accompagnements, dans les cercles de voyage chamanique que je propose avec d'autres guérisseurs et guérisseuses. Vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. C'est un échange. C'est un échange. Et que c'est important aussi de demander aux esprits qui se présentent si eux ont besoin de quelque chose. Pour moi, c'est important. Et justement, pour moi, ça souligne ce retour à la simplicité, à l'authenticité, en fait. C'est revenir à cette énergie d'origine, à cette essence. Et on avait eu une discussion, quand je t'ai parlé du podcast, justement, si tu voulais bien être sur le podcast, on avait échangé sur cette notion de simplicité, d'authenticité. Et on s'est rendu compte que toutes les deux, finalement, en fin d'année dernière et là, avec ce début d'année, on avait cette même énergie, ce même ressenti de vouloir revenir à des choses simples, mais authentiques. C'est-à-dire de vouloir lâcher un petit peu ce qui est superflu, ce qui nous alourdit, pour revenir à cet échange d'énergie, pour revenir à cette simplicité. J'arrive pas à trouver d'autres mots là que simplicité, mais en tout cas quelque chose d'épuré qui revient avec le bon sens finalement. Est-ce que tu pourrais me dire par exemple pour toi ce retour à la simplicité, comment il s'est marqué sur les dernières années par exemple? Est-ce que tu as changé de façon de pratiquer la spiritualité au quotidien? Est-ce que c'est un état d'esprit qui a changé et c'est dans cette observation que tu as de la vie où tu es revenu à plus de simplicité? Comment se ferait c'est aussi pour inspirer les personnes qui nous écoutent aussi, comment faire ce retour à la simplicité et à l'authenticité? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que ma dernière grossesse c'était une grossesse qui a été difficile dans le corps. Dû à des problèmes de santé. Et là, je n'ai eu que pour refuge cet espace du cœur, vu que le corps était extrêmement douloureux. Donc pour moi, cette simplicité, c'est vraiment un retour à la présence. Et cette présence, c'est un peu comme quand tu es bébé dans le ventre de ta maman. Tu ne la vois pas. Il y a la présence de papa, de maman. En tout cas, il y a une présence, quelle qu'elle soit. Tu ne la vois pas, mais tu la sens. Et comment tu maintiens? Comment tu maintiens ce lien? Quand tu es enfant et tu es petit bébé, c'est le cordon ombilical, c'est le placenta, il est chaud. Et une fois que tu es sorti, souvent, voilà, on n'est pas dans cette écoute, dans ce silence intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire silence. Dans la forêt, il n'y a pas silence. Mais c'est comment je suis à l'écoute à l'intérieur. Et moi, c'est vraiment
initiation, parce que pour moi, cette grossesse, quand on donne naissance, c'est une initiation qui m'a ramenée à cette simplicité-là. C'est-à-dire à être dans un état de présence. Et au quotidien, comment je nourris ça de manière très simple. J'appelle ça la méditation du cœur, parce qu'il faut mettre un mot dessus, des mots. C'est tout simplement, je pose ma main sur mon cœur. Ça peut être face à mon hôtel, ça peut être dans le bus en allant au travail, ça peut être dans un repas de famille. À chaque fois que je sens que je suis un peu trop loin de moi, un peu loin de toute chose, je vais mettre une main sur mon cœur, une autre sur mon ventre, si je sens que le ventre a besoin aussi d'être rassuré, ou ça peut être une autre partie du corps. Et tout simplement, je vais me donner la nourriture nécessaire. Ça va être un merci. Merci pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait notre max. Et puis s'il y a besoin de plus, je vais me dire, je suis une belle personne. J'ai le droit de me tromper. Voilà, vraiment d'apporter à toutes ces parts et vraiment surtout d'apaiser l'ego, d'apaiser le mental. Je ne suis pas dans une pratique... je me suis retrouvée dans des cercles, dans des enseignements où il fallait casser l'ego. Il fallait casser le mental. Mais chez moi, ça a créé quelque chose où il y a eu encore plus d'accueil de l'ego et encore plus d'accueil du mental. Comme quoi, hein. Et de cet accueil, il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour pour mon ego et ce mental. Sans lui, mon Dieu, je ne ferais pas tout ce que je fais. Ben oui, parce que sans lui, on n'est pas en vie déjà. Mais oui. Et en vie, sans lui, on ne sait pas en fait où on veut aller. Il a un rôle à jouer. Mais et oui. Il a besoin de discuter, l'esprit, l'âme ont besoin d'échanger avec le mental, avec l'ego. Et l'âme, vraiment, elle a un amour inconditionnel pour l'ego et le mental. Et ça la fait rire. Vraiment, j'ai fait une initiation. Oui, on peut parler de manière... Quand je dis verticale, c'est les esprits eux-mêmes. Avec l'esprit du cacao et avec... l'esprit du peyote aussi. Et c'est vraiment ce que j'en ai... la conversation que j'ai eue avec la conscience et ce témoin intérieur-là. Et puis l'âme qui disait, mais moi j'aime bien mon ego. Touche pas mon Il ego. est mignon. Et oui. Et avec ce regard vraiment très attendrissant et comme je pense à la terre même avec nous. Ouais. C'est très juste. Bon. On pourrait continuer à parler, j'ai l'impression, pendant encore 1 heure. Je te remercie beaucoup, Angel, En tout cas, vraiment. moi aussi, merci beaucoup pour cet échange et puis d'avoir accepté d'être là. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a demandé parfois une énergie de te poser la question et ça m'a énormément touchée la façon dont tu l'as reçue. Donc merci infiniment et puis pour tous tes partages là, je pense les auditeurs comme moi on a énormément appris, donc merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cet espace de parole. Oui. Avant de clôturer, est-ce que tu peux justement nous partager une pratique qu'on pourrait intégrer à notre quotidien, mais aussi que tu utilises régulièrement? Vraiment, je vais reparler de cette méditation du cœur parce que c'est aussi pour moi la manière dont je prie. C'est une clé, on parle de rituel, tu m'as parlé de rituel, ce que c'était. Pour moi, la prière, c'est un rituel quotidien. Et c'est pas quelque chose de compliqué, c'est se déposer. Moi, je me dépose face à mon autel, les yeux ouverts, et puis je regarde, je pose ce regard, et puis c'est un dialogue. Et puis je remercie, puis je demande. Et s'il y a besoin que l'ego et le mental soient rassurés, je mets cette main-là sur le cœur. De manière pragmatique. Et il y a 2 sous-chakras dans chaque main, qui sont les sous-chakras du cœur. Donc là, c'est physique, c'est palpable. On est en circuit fermé, connecté à la terre et au ciel, et on s'apporte notre nourriture. On arrête de la demander aux voisins et à la voisine. Et vraiment, c'est une pratique qui est simple, mais pour moi, c'est vraiment celle que je fais tous les jours, de tout ce que j'ai pu apprendre. C'est tellement beau de revenir à cette énergie du cœur. Moi qui l'ai aussi traversée, on s'est rendu compte, le cacao, on l'a fait à peu près, on l'a commencé à peu près en même temps, mais c'est une énergie qu'on vit différemment. Donc c'est vraiment, on revient à cette individualité de vécu, mais c'est une énergie qui a toujours la même couleur, la même saveur, je trouve, de celle du cœur, de la douceur, d'un baume, qui vient ouvrir en fait cet espace.
Et parfois on va dire oui, ouvrir le chakra du cœur, c'est quelque chose, c'est perché, etc. Mais en fait c'est vraiment un ressenti, je trouve, d'avoir d'un seul coup cet espace qui est un peu comme des fois un peu un raisin sec ou quelque chose qui d'un seul coup reprend son volume, s'ouvre et retrouve cette lumière. Et moi ça m'a touchée tout à l'heure quand tu as parlé du soleil, le centre avec les rayons, parce que finalement pour moi ça part beaucoup du cœur en fait essentiellement, et c'est ce centre autour de... Et après tout doit rayonner de là. Est-ce que tu serais d'accord pour nous guider dans cette petite méditation du cœur ? Avec plaisir. Eh bien, merveilleux. Merci beaucoup, Maëlle, de proposer cette méditation. Alors, avant de passer à la méditation et pour terminer sur une énergie beaucoup plus zen, on va parler de ton actu. Tu organises régulièrement des ateliers avec Eric, qui sont, enfin, j'appelle ça des ateliers, mais j'ai envie de dire que c'est des voyages, des journées où on sort de l'espace et du temps et on revient à soi. Moi, cette journée, je la digère toujours, qu'on a fait l'année dernière. J'ai hâte d'en refaire une autre dès que je le peux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui vient là pour toi, si on voulait pratiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, puis comment on peut te contacter aussi ? Oui, bien sûr. Donc à l'année, j'organise de manière régulière des cercles de voyage chamanique où il y a des rituels et on apprend tout simplement à voyager dans ce monde de symboles. Donc les prochains cercles, il y en a un qui a lieu le 11 février. À chaque fois, je pose des thématiques. Oui. Ce qui peut être spécifique, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pour permettre qu'il y ait vraiment de manière collégiale, de manière très humaine, on puisse être les enseignants les uns pour les autres par rapport à un symbole et se nourrir les uns les autres. Donc le 11 février, il y a l'arbre de vie. On va explorer cette belle thématique et l'arbre de vie. J'en dis pas plus, je pense que ça parle à tout le monde. Le 17 mars, la médecine de la rose. Voilà, sur une journée là. Et puis après d'aller voir sur mes différents supports. Pour les prochains, je voulais vraiment vous parler de la cérémonie de Dogbo à laquelle tu as participé, qui aura lieu le 23 juin, sur une journée cette fois-ci, et vraiment qui est une journée de célébration de la vie, du vivant, de la lumière, mais aussi de l'obscurité, de tout, de toutes choses. Oui. Voilà. Et donc tout ça, ça se déroule à Rennes ? Tout ça, ça se déroule à Rennes, sauf la médecine de la rose. Il y a d'autres propositions qui vont... La médecine de la rose, ce sera en forêt de Brocéliande. D'accord. Et puis, il y aura d'autres cercles aussi en forêt. Cette année, j'avais envie d'un retour à la simplicité. Voilà. Et puis, tout simplement, les infos, elles sont sur mon site, les cercles de Danann, sur mon Facebook, Maëlle Pédassou, et sur ma page Insta. Et dernière chose, pour concrétiser ce pont avec Eric, on s'apprête à voyager au Bénin au mois de février et on va commencer à poser les premières pierres pour venir avec ceux qui en sentiront l'appel l'année prochaine de voyager avec un petit groupe pour faire découvrir cette belle spiritualité qui est le Vodun et afin qu'on arrête d'en avoir peur. Parce que le Vodun, c'est une pratique qui est vraiment liée au Bénin, qui est liée au Togo, au Bénin et au Nigeria, l'ancien royaume du Dahomey. Essentiellement, si je peux résumer, c'est une spiritualité. Certains parlent de religion, mais c'est vraiment une spiritualité qui est très mal connue, qui est beaucoup plus connue dans les pays Brésil, tout ce qui va être la diaspora, lié à la diaspora, où il y a d'autres qui a été mêlé avec d'autres traditions et spiritualités. Et on a ça en commun avec Eric. Moi, de par mes origines, c'est ce qui m'a menée en Côte d'Ivoire. Je pensais que j'étais en colère, ma chère amie. Mais non, c'était l'esprit que servaient mes ancêtres. Et actuellement, dans ma famille, tout le monde est maintenant catholique. Et donc, cet esprit s'est senti très seul. Ah oui, donc il t'a rappelé. Donc, il s'adressait à celui qui écoute dans la famille. Oui. Et voilà, là c'est une demande vraiment d'amener les gens, de créer ce pont et de faire venir aussi certains, ce qu'on appelle Aono Bokono, donc guérisseurs, aussi en France. Incroyable. Voilà. Ok, de belles perspectives. Oui. De toute façon, je vais remettre le lien vers ton site internet, ta page Facebook et Instagram dans les notes de l'épisode, donc vous inquiétez pas, vous aurez de quoi la contacter. Et merci beaucoup. Merci infiniment encore. Et on va prendre le temps de s'installer pour la méditation, pour terminer sur ce petit voyage intérieur. Merci encore de nous le proposer. Ça va être
Beaucoup de baume et de douceur, je sens. Merci. Merci Maëlle. Donc nous voilà installés avec Maëlle. Donc je vais te laisser tout l'espace, Maëlle, pour nous guider dans cette méditation du cœur. J'ai hâte. Merci beaucoup. Alors je vais parler avec le tu. Je vais te demander de prendre une position confortable, celle qui te convient le plus, assis, allongé, quelle que soit cette position. Et puis une fois bien installé, tout simplement, d'inspirer et d'expirer. De le faire à ton rythme. L'inspire peut se faire par le nez et l'expire par la bouche, ou d'inspirer, d'expirer par le nez, qu'importe. Et puis de te déposer petit à petit dans ton corps. Et puis au fur et à mesure, juste de prendre conscience que l'air rentre et que l'air sort. Et dans cette simplicité qu'il y a un plaisir à sentir l'air rentrer et l'air sortir. Un plaisir simple de disposer de toute cette abondance. Et puis je vais te demander de mettre la main de ton choix sur ton cœur, sur le chakra du cœur, juste à la naissance de ta poitrine, et puis de mettre ta deuxième main par-dessus ou là où tu en sens le besoin, de te sentir libre, et puis de continuer à juste observer, ressentir l'air rentrer et sortir. Et petit à petit de te rappeler qu'il n'y a pas de différence entre l'air à l'intérieur et à l'extérieur. Pas de différence entre ton eau intérieure et extérieure. Entre la terre intérieure et extérieure. Entre le soleil et ton cœur. Et puis dans cet espace, tout simplement, de te dire merci, merci. Merci à moi-même. Merci pour tout ce que je fais au quotidien. Et puis de continuer à t'apporter tout ce dont tu as besoin. Je suis une bonne personne. Je suis une belle personne. Puis je vais t'inviter à aller encore un peu plus loin à l'intérieur, aller plus profondément. Je suis aimante. Je suis aimant. Je suis aimée. Je suis aimable dans le sens où on t'aime sans que tu n'aies rien à y faire. Et puis d'aller encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Je suis libre. Je suis libre d'être qui je suis.
Je suis puissant, puissante. Et puis on va aller encore un peu plus loin, à l'intérieur. Je suis ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon plus grand soutien. Je m'aime. Et si cette affirmation est trop dure, tu peux nuancer avec « j'apprends ». J'apprends à m'aimer. Je m'aime. Et puis on va aller encore un peu plus loin aujourd'hui. Je nous pardonne. Je vous pardonne. Encore un peu plus loin, plus profondément. Je te pardonne. Je me pardonne. Je suis. Petit à petit, tu vas te permettre de réouvrir les yeux, de garder la posture, de regarder autour de toi et de sentir qu'il est simple finalement d'être avec soi, tout en étant bien éveillé. Tu vas pouvoir déposer tes mains et sentir à quel point il est bon d'être chez soi, d'être présence. Merci d'avoir voyagé avec moi. Merci infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche beaucoup que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré pour ta pratique spirituelle. Tu retrouveras toutes les ressources et informations citées dans les notes de l'épisode. Ce qui m'est resté de cet épisode est l'importance de nos intentions. Et toi, tu en as retenu quoi ? Dis-moi tout en commentaire. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée en laissant bien ton nom et ton identifiant Instagram. Pour savoir comment faire, je t'ai fait un petit tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. N'oublie pas de participer au jeu concours que j'organise pour le lancement du podcast. 2 lots d'une valeur de 190 et 79 € sont à remporter. Pour avoir toutes les informations et participer, rendez-vous sur mon site internet annegaelguillot.com. On se retrouve jeudi 1er février dans le prochain épisode dans lequel je te donnerai des clés pour mettre en place et nourrir ta pratique personnelle. À bientôt.